Dans un environnement quotidien de plus en plus agressif et stressant, l'apport d'un chien guide d'aveugle, tel que l'avait imaginé Paul Corteville, est plus que jamais un facteur d'autonomie, de sécurité et de qualité de vie. Préparé avec soin pendant environ 2 ans, d'abord en famille d'accueil, puis au centre Paul Corteville de Ronques, le chien guide est à la fois un outil complémentaire à la canne et un compagnon avisé dans les situations compliquées. Bernard Defebvre en est à son 3e chien. Impliqué dans la prise en compte citoyenne du handicap, il est un fervent promoteur du chien guide. Le chien guide permet pour moi d'avoir de nombreuses activités. Et il n'y a pas grand-chose qui soit une barrière. J'habite à Dunkerque et je travaille donc à Lille. Donc il me faut quotidiennement venir de mon domicile au lieu de travail. Je prends le bus, j'arrive à la place de la gare pour emprunter le train. Le train ne met qu'une demi-heure pour se rendre entre Dunkerque et puis Lille. Et ensuite je dois sortir de cette gare pour me rendre au centre de Lille même, où il y a environ 7 à 800 mètres parmi des carrefours, je dirais, qui sont quand même un peu dangereux, et où justement l'aide efficace du chien guide permet pour moi de venir au travail sans encombre, à l'heure et en sécurité. Aurélien Montois est aujourd'hui champion de France de tir à l'arc handisport. Pourtant, sa vie n'a pas toujours été facile. Mais l'arrivée de Suzy à ses côtés l'a vraiment aidé à sortir de son isolement. Moi, comme j'étais très renfermé avant, on m'a convaincu que c'était bien, que j'aurais pu sortir, que j'aurais été plus autonome. Et puis d'oublier la canne, parce qu'il y en a, ils s'en servent, mais c'est pas obligatoire. Et d'oublier aussi les parents, parce que il y en a, ils donnent le bras aux parents. À l'âge de 33 ans, Véronique Van Gansbeck a perdu la vue. Intimement convaincue de l'utilité d'un chien guide, elle en a fait la demande immédiatement. Le bénéfice, c'est d'avoir un confort de déplacement, d'être moins stressé, parce qu'il y a une partie du travail dans le déplacement extérieur qui va être pris par le chien, c'est-à-dire tout éviter les obstacles. Alors ça, je peux vous dire qu'on peut penser au repas du soir ou écouter mieux le bruit de la nature tout en étant guidé par son chien guide. Cédric Cotigny possédait déjà un chien de compagnie. L'arrivée de Vega, son chien guide, a nettement amélioré sa qualité de vie, que ce soit sur ses trajets quotidiens ou pour se rendre à son entraînement hebdomadaire de judo. Par rapport à la canne, les sens sont tout le temps en éveil en fait. On est toujours obligé d'écouter, vraiment de faire attention. Nos sens en fait sont quasiment tout le temps mis à contribution, on va dire. Et que grâce au chien, on est relâché. Ça fait qu'on doit plus faire attention au sens de circulation, on doit plus faire attention au poteau, on est moins stressé, on est moins sur le qui-vive en fait, hein, tout le temps prêt à faire attention aux obstacles. Là, on est totalement reposé sur le chien et grâce à elle, en fait, moi, je me sens beaucoup mieux en fait. Marie-Hélène Bernard est kinésithérapeute. Malvoyante depuis son jeune âge, elle s'est résolue à prendre un chien guide à l'approche de la quarantaine, lorsque sa déficience visuelle s'est subitement aggravée. Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que quand j'ai perdu ma première chienne, on aurait cru que le cabinet il avait perdu son âme. Tout le monde pleurait. Et lorsque j'ai mon chien, c'est pas à moi qu'on dit bonjour en premier, mais c'est à la chienne. Et là, avec Annette, de nouveau, je retrouve la même chose. Tout de suite, oh, Annette, elle est pas là. Si elle était pas là, c'est différent pour les personnes. Halte. Là, elle ralentit parce qu'il y a des pavés, doucement. En premier lieu, le chien évite tous les obstacles. Il connaît les bordures de trottoir auxquelles il doit s'arrêter. Il évite autant que possible les obstacles en hauteur. Il connaît environ une quarantaine de mots qui permettent justement de lui demander une porte, de lui demander l'accueil dans un magasin ou dans une gare. Le chien peut donner le banc
ou peut donner une cabine téléphonique, quoique aujourd'hui il y en a de moins en moins. Tout au moins il comprend certains mots, il a été éduqué de telle façon à ce que justement la communication orale passe très bien entre le maître et le chien. Assis, voilà, ça c'est bien, il y a un trottoir garçon. Allez Shadok. Jérôme Demangeau, éducateur au centre Paul Corteville de Ronques, prépare les chiens en amont de la remise aux malvoyants. Il leur apprend les codes et vérifie les acquis. Lorsque par exemple il y a une voiture sur un trottoir, le chien avance jusqu'à la voiture, évite la voiture, s'arrête à la bordure de trottoir. Donc il suffit de lui donner un ordre bien précis, tel que en avant ta place, le chien descend, longe l'obstacle et remonte dès que possible. Voilà, donc en fait il y a toute une série de codes que le chien apprend, que nous après on indique au non-voyant lorsqu'il vient essayer le chien et lorsque l'on fait la remise. Et donc le non-voyant apprend à donner certains ordres au chien pour que le chien exécute certaines tâches. Doucement l'escalier. Doucement. Le chien, en fait, lorsque par exemple le non-voyant cherche un arrêt de bus, il se promène sur son trottoir, il sait que l'arrêt de bus est situé à peu près au milieu de la rue, donc il avance et puis à un moment donné, il demande à son chien « donne l'arrêt de bus ». Et le chien l'amène à l'arrêt de bus et s'il y a un siège, il lui demande le siège et le chien l'amène au siège. Après le travail à la laisse et avant la remise, un travail au harnais affine la liaison sensible entre le chien guide et le malvoyant. Stéphanie Dubois, éducatrice, veille aux réactions du chien, qui doit savoir, dans certains cas, prendre les bonnes initiatives. Donc le harnais sert à maintenir une position, en fait une distance que le non-voyant doit avoir par rapport au chien pour être en sécurité. Le chien doit toujours être un petit peu devant, et donc le non-voyant à peu près à la hauteur de la cuisse arrière du chien. Le chien peut ainsi anticiper en fait sur les obstacles qu'il va y avoir dans la rue. Et le non-voyant peut garder cette distance avant d'avoir à suivre en fait le mouvement du chien. Fin d'éducation, donc fin de travail au harnais, c'est le travail de la remise. Le chien doit être préparé à travailler à la voix avec l'éducateur qui est à côté. Et un autre éducateur prend la position du non-voyant. Donc il met un bandeau et le chien doit se préparer à guider une personne qui n'a pas le même mouvement corporel que son éducateur. Il doit se préparer également aux éventuelles contradictions qu'il peut y avoir entre le mouvement de la personne et l'ordre que donne l'éducateur. C'est un travail important car le non-voyant n'anticipe pas visuellement. Il donne des ordres, mais le chien doit avant tout réagir à l'environnement. C'est-à-dire quelquefois doit apprendre à désobéir intelligemment, à guider la personne en fonction des obstacles et non pas en fonction de ses ordres à ce moment-là. Donc le travail sous bandeau sert à la préparation aussi bien pour le chien que pour l'éducateur, pouvoir confirmer que le chien est prêt. Entre le chien guide et le malvoyant, un véritable travail d'équipe va devoir s'instaurer. Pour aborder au mieux cette nouvelle relation, le futur maître reçoit une formation préalable en locomotion. C'est l'une des missions de Laure Gomin et de ses collègues. Vraiment, l'instructeur en locomotion, il est là pour accompagner la personne à comprendre l'environnement par lui-même. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on ne donne pas des techniques, c'est que la personne, finalement, petit à petit, elle les trouve en fait. Alors nous, il y a des clés, la technique de canne, ça on l'apprend, elle ne se devine pas. Les techniques de traversée, à partir de l'analyse d'une méthodologie d'analyse de carrefour, alors on va pouvoir amener la personne à réfléchir sur comment elle va pouvoir envisager la traversée d'un carrefour sans feu, comment elle va pouvoir envisager la traversée d'un carrefour avec feu. En principe, à partir du moment où la personne est autonome et en sécurité dans ses déplacements, on va nous considérer que la rééducation est terminée. Dans ce cas-là, on fait un bilan final et on en tient au courant l'éducateur technique qui se rend au domicile un petit peu pour voir un petit peu dans quel contexte vit la personne, tout ça. Après, suivant les chiens qui sont en fin d'éducation, qui peuvent correspondre à la personne, là voilà, il y a toute la réflexion autour de quel chien va correspondre à la personne et ça, c'est plus de notre ressort. Voilà. Trouver la bonne adéquation entre le chien guide et son futur maître est du ressort de l'équipe du centre Paul Corteville qui met toute son expertise en œuvre
pour que chaque remise soit un nouveau succès. Un moment fort auquel se prépare activement Bruno Hulin. Disons que là, à la remise du chien, on va faire connaissance avec le nouveau chien, un labrador. Ça va être un moment, je pense, intense. Et puis il va falloir se faire au caractère du chien, lui de même. Et il va falloir que mon compagnon actuel, Indra, se fasse au caractère du nouveau chien et vice-versa, quoi. Daniel Poinsard fait actuellement connaissance avec Bélise, son nouveau chien guide. Afin que la remise se déroule dans les meilleures conditions, Daniel est suivi par Marie Sobaskiewicz, l'éducatrice de Bélise, chargée de faire les présentations. Donc ça dure en moyenne, en général 2 semaines. Donc bien souvent, il y a un moment à l'association, donc à Ronc, qui est en général d'1 semaine, et l'autre semaine au domicile de la personne. Donc pour faire vraiment les trajets que la personne fera par la suite avec son chien. La personne déficiente visuelle prend son autonomie et nous, on prend de plus en plus de recul physiquement en marchant justement avec la personne pendant ces derniers jours. C'est-à-dire on se met de plus en plus derrière cette personne pour vraiment observer de loin le travail final de l'équipe chien et personnes déficientes visuelles. Le premier jour, c'est entrer en contact avec mon futur compagnon. C'est extraordinaire, cette rencontre, le plaisir que l'on a de pouvoir caresser notre futur compagnon. Et puis tout de suite, cette entente entre nous deux. Ce qui est important aussi, ce sera par la suite le suivi de l'équipe, après la remise qui se fait généralement un petit mois après la remise. On retourne voir l'équipe sur place à domicile et ensuite, c'est 1 fois par an, on rend visite justement à l'équipe pour vérifier le bon fonctionnement, que ce soit pour le chien et pour la personne, et puis pour revoir aussi l'équipe formée. Si les démarches pour l'attribution d'un chien guide sont simples, le parcours personnel que doit accomplir le déficient visuel est une étape importante de sa vie. Le déficient visuel qui perd la vue en cours de vie, il doit d'abord bien être conscient et responsable de l'importance d'avoir un chien guide et d'en avoir vraiment envie. D'abord, si c'est un déficient visuel en cours de vie, il faut accepter son handicap qui survient et qui vient tout chambouler dans la famille. Ensuite, il faut savoir se déplacer seul dans la rue avec une canne blanche. Donc, c'est des cours d'instruction en locomotion qu'il faut faire la demande soit dans un service du Conseil général, soit dans une école de chien guide. Ça nous permet d'être autonome et ensuite d'accéder au chien guide. Une fois que le chien est donné, on ne laisse pas l'équipe comme ça, sans nouvelles, sans rien. On est toujours à disposition de la personne dès qu'il y a un problème et l'éducateur peut se rendre disponible pour intervenir très rapidement. Et sinon, il y a un suivi effectif qui se fait déjà au bout de 2 mois après la remise, ensuite 8 mois après la remise et ensuite 1 fois tous les ans. Tout est donc mis en œuvre pour que la remise d'un chien guide se déroule le mieux possible. Mais financièrement, quel coût va devoir supporter le malvoyant ? Le chien guide est totalement gratuit pour la personne déficiente visuelle qui en fait la demande. L'assurance vétérinaire est prise en charge par l'école et le matériel est fourni gratuitement en même temps que le chien. Sur le plan du travail lui-même, il faut être vigilant quant à la formation que l'on a suivie et appliquée, je dirais, l'ensemble des consignes qui ont été données par l'éducateur pour que le chien puisse continuer de travailler correctement et ne pas le laisser, je dirais, extrêmement libre et faire n'importe quoi. Allez, on va retravailler le rétro. Trottoir. Allez. Et tu donnes bien. Allez. Allez, plus. Par exemple, moi, c'est systématique en fait. Quand elle se prend un poteau, un rétro, comme vous avez vu tout à l'heure, tout de suite, je fais faire demi-tour et je lui montre. Comme ça, ça permet aussi pour elle de ne plus le refaire par la suite. C'est seulement au bout de quelques mois, je dirais, que l'équipe est véritablement formée, puisqu'il faut que la personne
non malvoyante s'habitue à son compagnon, mais il faut aussi que le compagnon s'habitue à son nouveau maître. Et donc, comme les ordres sont donnés par la voix, il faut que le chien s'habitue bien à la voix, il faut qu'il connaisse un peu les parcours, et puis qu'il prenne certaines habitudes, certains de ses repères. Alors moi, avoir un chien guide, quand j'ai perdu la vue, je ne voyais pas tout le travail avant et ce que je devais faire pour être autonome avant d'avoir un chien guide, ça je ne le savais pas. Et donc j'ai fait la demande d'un chien guide tout de suite, hein, j'avais perdu la vue depuis 2 mois. Et quand j'ai eu Panka au bout de 2 ans, j'ai dit que ça m'a tellement donné beaucoup de choses, tant au côté humain, tant sur de revoir la vie autrement, hein, en disant c'est vrai que j'ai perdu la vue, mais pas la vie. On peut y aller et grâce à Panka, j'ai fait beaucoup de choses, grâce à mon chien guide. Donc j'ai dit à l'école, je vais donner mon bénévolat et j'ai du temps pour vous, je vais le faire. Et donc le bénévolat, c'était de transmettre le message. Et pour le transmettre le message, c'était de tenir des stands d'information dans tout lieu public et dans les écoles. Donc, mon bénévolat, c'est vrai que je prépare des peluches, je prépare la documentation, je prépare une équipe de bénévoles, parce que je ne suis pas toute seule non plus, hein, je prépare une équipe de bénévoles, je leur téléphone, je leur dis le point où il faut se réunir, et là, on transmet, on répond aux questions des personnes, et on sensibilise ce que c'est un chien guide, qu'est-ce que ça peut apporter, et les besoins de notre école. Et vis-à-vis des établissements scolaires, c'est à leur demande qu'on se déplace, mais en même temps, on donne un message fort sur l'handicap et sur le chien guide.